Bonjour à toutes et à tous, que je fasse saluer. Bienvenue au centre de gestion pour ce nouveau vendredi du CDG consacré aux lignes directrices de gestion. Au mois de janvier, on avait vu le RICEP, parce qu'on savait qu'il y allait y avoir certains contrôles qui allaient être engagés par les trésoreries pour les collectivités qui n'avaient pas mis en place le RICEP qui date de plus de 10 ans. Donc on vous a montré quelques méthodologies possibles. Et là, on revient vers vous sur les lignes directrices de gestion, qui sont liées également au RICEP notamment. Et entre-temps, on a annulé un vendredi du CDG qui était consacré à la responsabilité financière et pénale des agents et des élus locaux, à l'instar de ce qu'on avait fait par le biais de l'AMF au mois de septembre. Pour deux raisons. Premièrement, sur la partie responsabilité unifiée de l'ordonnateur et du comptable, nous avions besoin de la trésorerie pour qu'ils viennent nous expliquer techniquement ce qui allait se passer. Et ils nous ont indiqué qu'ils feraient ou qu'ils ont fait des réunions sous l'égide de l'AMF à ce sujet-là. Et sur la responsabilité pénale des agents et des élus, il y avait un rapport en gestation qui est sorti le 13 mars, qui s'appelle le rapport Vigourou, qui va substantiellement modifier la responsabilité pénale des agents et des élus locaux. J'ai lu le rapport, pour moi il va plutôt dans le bon sens, dans la mesure où, si je prends un exemple, les marchés publics, vous ne respectez pas la procédure, vous risquez le délit de favoritisme. Pourtant, vous n'avez pas tapé dans la caisse, vous n'avez pas essayé d'être malhonnête, vous avez juste fait une erreur de procédure. Le rapport Vigourou insiste sur le fait que, pour que cela relève du pénal, il faut vraiment qu'il y ait une malhonnêteté qui soit flagrante. C'est-à-dire que volontairement, j'ai un enrichissement personnel, j'ai volontairement fait ceci ou cela. Donc le rapport Vigourou modifie le délit de favoritisme, le délit de concussion, la prise illégale d'intérêt, le conflit d'intérêt, en disant qu'il faudra vraiment qu'il y ait un enrichissement ou qu'il y ait un gain personnel pour le faire. Donc pour l'instant, c'est un rapport qui est à l'étude au niveau du Parlement. Donc je préférerais revenir vers vous lorsqu'on aura des normes un peu plus stabilisées là-dessus, sur la responsabilité financière et pénale. Et puis, dans la continuité, on vous propose ce matin de voir les lignes directrices de gestion. C'est quelque chose dont on vous parle souvent, qui est au cœur des problématiques RH des collectivités. Et pour une raison que je n'explique pas, souvent, quand on parle de LDG, on a vraiment l'impression d'une montagne à franchir, que ça avait quelque chose de colossal à faire. Alors que ce n'est pas si compliqué que ça, on va le voir. En plus, on vous donne des outils à disposition. On va voir qu'il y a deux parties, mais ce n'est pas un cap infranchissable. Alors c'est vrai que les lignes directrices de gestion, ça s'applique, le même texte s'applique de Trois-Champagne Métropole jusqu'à Pieffrin, en passant par Parcoursup, etc., c'est-à-dire à toutes les strates démographiques et à tous les niveaux de collectivité. Mais évidemment, on ne va pas attendre les mêmes choses. Les LDG vont être différents si vous avez 5 agents que si vous en avez 200 ou si vous en avez 1500. Ça ne va pas être la même méthode, ça ne va pas être les mêmes attendus. Mais nous, dans le guide méthodologique, on est obligé de prendre le plus haut. Donc on est obligé de prendre ce qui concerne les grosses collectivités. Les petites collectivités vont simplement aller piocher ce dont ils ont besoin. Donc les LDG, ce n'est pas infranchissable, mais c'est surtout une obligation juridique qui peut avoir plusieurs incidences.
Ça se finit un peu comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'animation du CDG 76 que je trouve bien, parce qu'en 3 minutes, ils ont résumé un petit peu ce qu'on attendait des LDG, et surtout, ont démystifié ce document, en disant que ça doit être adapté à votre taille de collectivité. Je peux très bien avoir des LDG qui font 2 pages, hein. On n'a jamais demandé que ça en fasse 50 ou 100. Et pour vous aider, il y a aussi le site du cdg10.fr, dans lequel vous allez retrouver, dans les instances paritaires, un modèle de sit-in, un modèle de trame de rédaction et un guide avec des fiches ressources. Il suffit parfois simplement de dupliquer quelques fiches, quelques éléments dans votre trame. Tout dépend des priorités que vous allez donner. Ce n'est pas la peine de les prendre toutes. Vous en prenez quelques-uns et il y a des exemples à l'appui. La première partie sur la politique RH, il y a une part incantatoire, c'est-à-dire qu'il a le mérite simplement d'exister. On aura des LDG. Si un jour on vous demande, vous dites oui, j'ai fait mes LDG, on pourra dire vous n'êtes pas suffisamment précis, oui, mais ils existent. Et le deuxième est important en matière de valorisation du parcours, on le verra, parce que s'il n'y a pas de LDG, il n'y a pas d'avancement de grade possible, il n'y a pas de promotion interne possible, et ça s'applique également à la promotion interne dérogatoire des secrétaires de mairie. Il n'y a pas d'évolution de carrière au niveau statutaire si on n'a pas mis en place les LDG. Alors pourquoi? Parce que dans la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, on a mis en place les LDG, parce que parallèlement, on a supprimé en matière d'avancement et de promotion interne l'avis des CAP. Les CAP ne sont plus compétents pour donner leur avis sur les avancements de grade et sur les promotions internes. Donc avant, il y avait une discussion avec les représentants du personnel, etc. Ça n'existe plus. C'est plus négocié. Donc comme il n'y a plus l'avis des CAP, il faut que les collectivités soient transparentes sur les règles qu'ils veulent appliquer à leurs avancements de grade, à leurs promotions internes, en termes de ratio et en termes de critères. Qu'est-ce que je vais privilégier en matière d'évolution de carrière, comme ce que je vais privilégier en matière d'évolution de poste, pour garantir un peu la neutralité de l'agent public, qui, quel que soit son réseau personnel, aura le même avancement de carrière que son collègue et jugé selon les mêmes critères. Donc, on n'est plus sur une approche individuelle de l'agent, on est vraiment sur une approche collective, avec des règles qui sont collectives, qui sont partagées, qui sont transparentes, qui sont connues. On peut contester éventuellement ces règles, on peut contester ces critères, mais en tout cas, elles existent et ce sont les mêmes pour tout le monde. Donc c'est la transparence et l'équité. Alors je parle bien d'équité, je n'aime pas trop le mot égalité, c'est plus équité, en disant on essaie de trouver la meilleure adéquation sur les règles qu'on peut mettre en place, avec des critères qui ne sont pas forcément toujours aisés de définir. Donc on essaie de simplifier là-dessus sur les avancements de grade et sur les promotions internes. Donc les directives de gestion ont objectif de fixer une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines. Donc là, comme je vous ai dit, oui, si vous êtes 3 agents, ce n'est pas la même chose que si vous êtes 300 agents. Donc si vous êtes 3 agents, ça va aller assez vite de mettre en place les LDG. Donc c'est vraiment adapté à la collectivité. Et ensuite fixer les orientations générales de promotion et de valorisation des parcours professionnels, les avancements de grade et la promotion interne. Je veux dire que souvent le plus important, c'est ça. Parce que si vous ne les avez pas, il n'y a pas d'avancement possible. L'avancement devient illégal, que ce soit en avancement de grade et promotion interne. Je ne parle pas de l'avancement d'échelon. Donc, on va avoir vraiment les grandes orientations de la politique RH en lien avec les politiques publiques qui vont être menées. Si, au niveau du conseil municipal, du conseil communautaire, bref, au niveau des élus, je définis un certain nombre de politiques, il va falloir que je mette en face une stratégie ressources humaines qui réponde à cette question. Si une collectivité dit le prochain mandat, je fais beaucoup de travaux, je fais beaucoup d'investissements, je vais mettre le paquet au niveau budgétaire sur un certain nombre d'opérations, oui, mais à côté, il faut peut-être aussi des agents qui passent des marchés publics, il faut peut-être des conducteurs de travaux, il faut peut-être des gens qui soient plus sur la technique. Alors que si je vais être plus sur, je ne sais pas, de l'accompagnement social, etc., ça ne va pas être la même stratégie de recrutement et d'évolution des parcours. Donc on regarde bien les politiques publiques qui sont menées et on met en face une stratégie qui peut être sur du moyen ou sur du long terme pour pouvoir répondre à ce besoin. Ça, c'est quelque chose que j'ai fréquemment connu. Quand on dit on a beaucoup de, voilà, on a voté un beau budget pour faire les travaux, oui, mais si j'ai personne pour lancer les marchés publics, mon taux de réalisation à la fin de l'année, il n'est pas bon. Et ça, on ne fait pas forcément le lien entre ça, entre ce qui est voté au niveau des politiques publiques et les ressources humaines qui vont permettre de mettre en œuvre cette politique publique. Simplifier et garantir la transparence des procédures RH.
Ça peut être également en matière de mutation interne, ça peut être également en matière de réorganisation. Et là, on va essayer de mettre des critères objectifs. Si demain, vous savez que vous avez un responsable de service qui part en retraite et que sous son autorité, il y a 2 agents qui potentiellement peuvent prendre sa place, c'est bien de mettre également des critères pour que le choix entre les deux soit le plus objectif possible. Je n'ai pas dit qu'il serait objectif à 100%, il faut que chacun puisse avoir une évolution de ces critères-là. Donc c'est ce qu'on appelle la GPEC, la gestion de l'emploi prévisionnel de l'emploi et des compétences là-dessus. Et donc là, vous allez avoir une photographie qui va vous permettre de voir l'évolution de ressources humaines sur les prochaines années. Donc c'est des documents de référence en matière de gestion des ressources humaines des collectivités. C'est la première partie des lignes directrices de gestion. Donc vous comprenez bien ce que je disais, selon votre strate démographique, selon votre nombre d'agences, ça va pas tout à fait être la même chose. Donc oui, les LDG concernent tout le monde doit les avoir mis en place, voilà, même s'ils sont imparfaits. Parfois, ils ont simplement le mérite d'exister. Le seul mérite, c'est d'exister. J'ai un document qui s'appelle Ligne directrice de gestion que j'ai passé en CST avec un avis. Les LDG concernent l'ensemble des agents, quel que soit leur statut, les titulaires et de plus en plus les contractuels. Encore un article ce matin sur l'évolution des contractuels dans la fonction publique. Et même si l'autorité territoriale dispose d'un pouvoir d'appréciation générale, on doit toujours agir en fonction de l'intérêt général et au sens du service public. Donc, les LDG sont adaptés à chaque collectivité. Donc, les documents que nous, on propose, c'est assez lourd, mais vous en utilisez, pour la plupart d'entre vous, les petites collectivités, qu'un dixième. Hein. Donc, le reste, vous pouvez largement écluser là-dessus. Donc, les LDG sont établis par l'autorité territoriale sur la base des documents ERCH existants. Et donc là, je vais y revenir juste après sur la première partie, lorsqu'on va voir un petit peu sur quels documents déjà préexistants on va pouvoir s'appuyer. Alors évidemment, si ces documents préexistants n'existent pas, ça complexifie un peu le travail. Mais c'est des documents dont je dois présumer qu'ils existent. Il est présenté au CST, donc nous très régulièrement au CST, parce qu'on passe de LDG, ça, voilà, dans à chaque CST on en passe. Et à la fin, il y a un arrêté de l'autorité territoriale rendu accessible, ça c'est important, à tous les agents. Tous les agents connaissent les mêmes règles et savent la façon dont leurs carrières vont être gérées à l'avenir. Donc le texte initial prévoyait une application au 1er janvier 2021 pour une durée maximum de 6 ans, c'est-à-dire tous les 6 ans, je dois revoir mes LDG. Alors je peux le reprendre à l'identique, mais je peux également les faire évoluer en fonction de la GPEC, en fonction des politiques publiques. C'est peut-être pas un hasard s'ils sont fondés aussi sur le mandat électif des communes, mais vous pouvez à tout moment les réviser, tout ou partie, et replacer au CST pour l'établir. Normalement, il y a un bilan qui doit être fait annuellement. Ne posez pas la question de savoir qu'est-ce qui se passe si vous ne le faites pas. Bah, voilà, c'est pas bien, mais je ne peux pas vous dire que ce sera forcément sanctionné. Mais il y a un bilan qui doit être fait annuellement. Le cas particulier, c'est la promotion interne, parce que les LDG relatives à la promotion interne relèvent, pour les collectivités affiliées, des prérogatives du président du centre de gestion. Donc on a un arrêté de LDG fixant les règles de promotion interne qui sont transparentes, qui sont accessibles. Et c'est là où, dans le cadre des dossiers de promotion interne, vous voyez un nombre de points en fonction de critères, des critères qui ont été négociés avec, à l'époque, les organisations syndicales. Et maintenant, vous allez avoir quelque chose qui va être sensiblement plus objectif. De plus en plus, parce qu'il y a pas mal de recours sur des promotions internes, sur des listes d'aptitudes. Donc j'entends toujours les inepties en disant c'est à la tête du client, comme par hasard, etc. Oui, la promotion interne, c'est toujours injuste, sauf quand on passe soi-même. Quand on passe soi-même, c'est toujours normal. Et quand c'est les autres, voilà. Mais voilà, il y a des critères qui sont de plus en plus objectifs, et la subjectivité est de moins en moins de mise. Il reste une part résiduelle nécessaire, mais là, je fais un focus pour la promotion interne. Ne pensez pas que pour nous, ce soit une partie de plaisir. D'abord parce qu'on fait plus de mécontents que de contents. Ça, on le sait. Donc, à chaque fois, on se prend quand même un petit temps d'explication. En matière de LDG, bon, vous allez avoir il faut définir les critères. Dites-moi comment je compare un chef de service d'une commune comme la Chapelle-Saint-Luc avec une secrétaire de mairie. C'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes fonctions, c'est compliqué. Pourtant, on nous demande quand même d'avoir des critères. Donc on va avoir des critères qui vont être liés à l'ancienneté, à la formation, au passage de concours, etc.
Donc, on va essayer d'objectiver le plus rapidement possible. Et puis après, il y a un certain nombre de points qui sont attribués. Et puis, on a quelque chose de beaucoup plus mécanique. On arrive quasiment à des promotions internes qui sont faites, qui sont calquées sur des marchés publics. Je fixe des critères d'analyse, puis à la fin, je mets des points. C'est oui, c'est non. Si c'est oui, c'est tant de points. Si c'est non, j'ai pas de points. Et à la fin, on fait un calcul. Donc, nous, c'est toujours très compliqué de pouvoir apprécier ça, surtout que, pour ceux qui savent ce que je trouve ces promotions internes, à partir du moment où un maire ou un président me propose un agent, c'est que bien sûr l'agent le mérite. Sinon, il ne le propose pas. Donc, puisque tous les agents le méritent, tous les agents sont compétents, tous les agents mériteraient d'être promus, sauf que quand j'ai 40 dossiers et que j'ai 4 postes, je vais faire 46 mécontents. Voilà, et on va me dire, oui, mais mon agent compétent, oui, ça je ne le remets pas en cause, mais en tout cas, voilà, donc on se base sur ces critères-là. Donc les critères, ils sont transparents, on en pense ce qu'on en veut, mais en tout cas, ils existent en cas de nos lignes directrices de gestion. Et on reviendra peut-être tout à l'heure, dans les collectivités, vous pouvez mettre en place également des LDG de promotion interne pour voir qui vous proposez. Si vous proposez tout le monde, et sur quels critères se font les ordres de classement. Puisque vous avez priorité 1, priorité 2, priorité 3. Donc vous avez des LDG, préalables au LDG, pour les dossiers de candidature. Donc voilà, je voudrais vraiment faire un focus sur ces LDG de promotion interne, qui sont l'apanage du président du centre de gestion, comme la liste d'aptitudes. Ah oui, c'est parce que je ne l'ai pas. Donc deux parties sur les LDG, la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et puis l'orientation générale en matière d'évolution professionnelle. Sur la méthodologie proposée, c'est toujours pareil, nous à chaque fois, on vous propose, on donne des avis, mais après vous disposez, vous faites ce que vous souhaitez. Nous on vous donne quand même quelques clés. Sur la première partie, vous n'échapperez pas à une étape commune et nécessaire, quelle que soit la taille de votre collectivité, c'est le recensement de l'existant. Et là, vous avez un outil qui s'appelle le RSU. Vous devez avoir votre RSU, dans lequel, on a vu tout à l'heure, il y a un outil pour extraire les éléments qui vont vous servir au LDG. Donc, si vous n'avez pas fait votre RSU, Madame Stéphanie Collin est là pour vous accompagner, parce que voilà, tu peux te lever. Voilà, Stéphanie en charge du RSU. On a des outils informatiques, mais il y a des éléments, si vous ne nous les donnez pas, on ne peut pas les deviner. Donc nous, on va bien alimenter notre base de données pour vous sortir votre RSU. Et il y a une partie du RSU qui s'appelle à 90 ou 95% ma première partie de mes LDG. D'ailleurs, il y a un outil qui est fait pour ça. On essaiera de le voir tout à l'heure. Donc là, on va voir la stratégie pluriannuelle. Donc pas de formalisme particulier, nous on propose une trame que vous verrez dans nos modèles de documents. Et la source principale, primordiale, c'est le rapport social unique que chaque collectivité, on a un beau taux de retour, je crois. 77%. 77%. Donc on attend les 23 autres pourcents pour finaliser, mais c'est plutôt un bon retour. Et je remercie Stéphanie pour son travail sur le RSU, parce que c'est pas toujours évident. De récupérer les infos. Nous, c'est vraiment ça. Comment on arrive à récupérer les informations, échanger entre vous et après sortir votre RSU qui vous sert sur la première partie des LDG. Donc, il y a vraiment un lien entre le rapport social unique qui aide à la conception de cette première partie et le RSU qui est sa note principale. L'objectif étant de capitaliser votre temps de travail. Si je fais le RSU, j'en profite, si je ne l'ai pas fait, pour faire mes LDG. Ça vous évite de faire 2 fois le même boulot. Vous le faites en une seule fois, ce sera simplement une extraction qu'on fera par l'outil informatique dont nous disposons au centre de gestion. Donc le RSU va vous donner plusieurs thématiques, l'absentéisme, le RPS, les rémunérations, l'égalité professionnelle, etc. Vous avez, à partir du RSU, généré un certain nombre de fiches qui vont vous permettre d'avoir une photographie de ce qui se passe en matière de RH dans vos collectivités. Donc après, vous allez faire un recensement de tous les documents que vous avez au sein de votre collectivité. Alors évidemment, je présume que ces documents existent. Par exemple, un organigramme qui est de plus en plus demandé maintenant dans le cadre des contrôles CRC. Petite parenthèse, je vous l'ai dit la dernière fois, les chambres régionales des comptes font des contrôles sur des toutes petites communes. Elles en font pour des plus grosses, mais elles en font également sur des toutes petites. C'est même impressionnant les tailles de collectivités qui m'appellent. Alors, ils appellent ça des contrôles éclairs, des contrôles flash. Alors nous, c'est pas un contrôle flash, mais des contrôles flash en disant je vais laisser une ou deux thématiques, souvent la RH,
En ce moment, elle est contractuelle, mais c'est vraiment très ciblé. Donc, on essaie d'avoir. Et donc, il vous demande les documents. Donc, je suis censé avoir un organigramme. Vous êtes censé avoir votre tableau des emplois et des compétences, donc le tableau des effectifs, donc qui fait l'objet d'une annexe au budget. Vos ratios d'avancement de grade. Ah oui, vous avez des agents qui vont pouvoir être promus, qui vont pouvoir être avancés en grade. Vous les avancez systématiquement? Ou alors vous dites c'est 50%, ou alors ils n'avanceront jamais. Ça, vous l'avez dans une délibération qui va se retrouver dans vos LDG. Quel est votre ratio? Parce qu'après, ça peut avoir une incidence financière. Parce que dans une grosse collectivité, si tout le monde avance, il faut le prévoir au budget. Oui, c'est ça. Donc si vous mettez 100%, ça veut dire ah ben, dès que je suis éligible, je suis avancé. Donc non. Par contre, si vous mettez un ratio moindre, il va falloir mettre les critères d'éligibilité. Donc on verra quelques critères qui vous sont proposés. Vous allez avoir les délibérations sur le temps de travail, vous allez avoir des délibérations sur le régime indemnitaire, vous allez avoir des règlements RH en fonction de la strate de votre collectivité, vous devez avoir le plan de formation, qui est obligatoire aussi, vous devez avoir le document unique. Donc tout ça, ce sont des ressources qui sont supposées être préexistantes dans vos collectivités, qui vont permettre d'avoir une base fiable pour le RSU et pour votre première partie de LDG. Donc déjà là, je n'ai pas commencé le travail d'analyse, je fais simplement un recensement de tous les documents que j'ai relatifs à la RH. S'il vous en manque, bah, vous le faites, puis c'est tout. Enfin, c'est pas, voilà, vous ne retrouvez pas la délibération relative au ratio, bah, vous prenez la délibération relative au ratio au prochain conseil municipal, ce qui vous permet d'avoir des éléments là-dessus. Vous faites le rapport d'orientation budgétaire. Également, ça peut être aussi intéressant. Donc, on va avoir tous les documents RH produits en interne. Ça peut être le rapport d'égalité femmes-hommes. Je ne sais pas si vous êtes concernés tous les ans. C'était TCM qui le faisait. Donc, on peut avoir un certain nombre de documents en fonction, plus de 20 000. Et c'est pour ça qu'on l'avait fait. Et à l'étape 2, vous allez définir votre politique RH et c'est là que vous allez l'adapter à la taille de votre collectivité. Parce que vous ne disposez pas des mêmes ressources internes, il n'y a pas les mêmes enjeux d'une collectivité à une autre. Donc pour les grosses collectivités, une méthode possible, c'est de reprendre toutes les thématiques, donc les 10 grandes thématiques du RSU. Donc vous prenez thématique, alors après vous pouvez faire des groupes de travail, vous pouvez missionner quelqu'un ou quelqu'un qui fait tout dans l'ensemble, mais vraiment sectorisé sur les effectifs, sur les mobilités, internes ou externes, sur la rémunération, sur le temps de travail. Et vous pouvez avoir différents règlements du temps de travail, vous avez des agents qui sont annualisés, des agents qui ont différents cycles. Donc le temps de travail, on insiste souvent sur le côté, je ne vois pas comment on peut ne pas avoir de règlement du temps de travail, maintenant ça va devenir de plus en plus essentiel. C'est vraiment une des deux thématiques sur lesquelles on intervient très régulièrement. C'est le temps de travail, des éléments sur l'absentéisme, sur la formation, quelle est la politique de formation de la collectivité, on fera un zoom après, sur la protection sociale, sur les conditions de travail, le bien-être au travail, des choses comme ça, sur l'égalité professionnelle ou sur le handicap. Donc on prend les 10 thématiques et puis on regarde quel est l'existant, quel serait l'objectif, et qu'est-ce que je peux mettre en place pour atteindre ces objectifs, mais sur plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment sur plutôt les grosses collectivités qui vont avoir cette approche. Donc là, état des lieux, lister les actions, lister les problématiques qui pourraient empêcher ces actions d'être mises en place, et puis vous mettez un plan d'action. Donc là, sur une grosse collectivité, ça peut être du travail, les LDG, ça peut comme le RIFSEC, je veux dire, ça se fait pas comme ça non plus, mais bon, normalement, il y a des ressources qui sont autres par rapport aux petites collectivités. Et si je prends l'exemple de la formation, qui est dans le guide qu'on va vous présenter tout à l'heure, sur la formation, vous pouvez avoir, par le biais du RSU, à un instant T, quelle a été votre politique en matière de formation, pour constater s'il y aurait des choses à améliorer, pour mettre en place des indicateurs. Là, j'ai mis, voilà, ça concerne les fonctionnaires, les contractuels, les catégories A, B et C, combien sont partis en formation, combien ne sont pas partis, s'ils ne sont pas partis, pourquoi ils ne sont pas partis, est-ce que c'est par manque de temps, est-ce que c'est par manque d'intérêt, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas eu accès à l'information. Bref, il y a tout un travail d'analyse qui serait à faire. Et ensuite, vous mettez en place
ce que la collectivité dispose, donc du plan de formation, d'un budget. Est-ce que la collectivité alloue un budget formation pour ses agents? Je ne parle pas que les formations CNFPT, il y a aussi des formations qui sont payantes. Donc voilà. Et puis les problématiques que vous rencontrez, peut-être qu'il y a des agents qui vous disent je ne pars pas en formation parce que je ne peux pas m'éloigner de mon domicile, ou alors les dates ne me conviennent pas, ou alors bah oui, mais pendant que je suis en formation, il n'y a personne qui fait mon boulot, du coup je ne pars pas parce que quand je rentre, je suis submergé. Donc voilà. Mais au moins là, pour l'instant, vous êtes plus sur la phase diagnostique. Et de la phase diagnostique, vous pouvez avoir très bien un plan sur plusieurs années. Donc là, vous pouvez simplement dire, bah, pour l'instant, on va suivre. Ensuite, on voudrait développer la formation pour améliorer les compétences des agents, puis après, plus leur permettre d'être acteurs de leur carrière. Et par exemple, en 2026, favoriser les départs en formation en incluant un temps de travail dans la quotité qui est faite des agents. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on insiste aussi, mais c'est notre rôle, de dire que, parce qu'on voit souvent les fiches de poste, les quotités, dans les quotités de temps de travail, incluer le temps de formation. Alors, temps de formation, c'est pas forcément la formation où je me déplace, faire une formation où vous voulez, pour faire de publicité. Ça peut être également de l'auto-formation. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est toujours bien quand, dans une semaine, enfin, moi, c'est ce que je fais sur mon temps de travail, j'ai au moins 2 heures où j'essaye de m'isoler, je regarde les textes qui sont parus dans la semaine en matière de ressources humaines. C'est de l'auto-formation, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas posé de questions, je regarde simplement ce qui se passe. J'ai passé du temps à regarder le rapport que j'évoquais tout à l'heure, le rapport Vigourou. Bon, bah, je considère que c'est de la formation, je m'auto-forme en allant chercher les ressources. Donc ça, c'est important de l'inclure dans le temps de travail. En tout cas, nous, on essaye aussi d'avoir ce discours-là vis-à-vis des élus. Donc ça peut très bien paraître dans le LDG. Vous pouvez avoir aussi des éléments sur le télétravail, sur des choses comme ça, si vous voulez le mettre en place, comment, pour qui, sur quelle quotité. Tout ça, ça fait partie des lignes directrices de gestion. Donc voilà, on fait le constat, on regarde par thématique. Pour les petites collectivités, on ne va peut-être pas aller sur les 10 thématiques, on va avoir une approche beaucoup plus globale. Hein. Quand j'ai 5, 10, 15 agents, je mets jusqu'à 50, on pourrait discuter sur la strate. Donc là, on va faire un état des lieux du personnel que j'ai, sur leur qualification, leur expérience, les actions mises en place, lister les problématiques, donc peut-être interroger les agents sur quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent. Est-ce que c'est des problématiques de technicité? Est-ce que c'est des problématiques du temps de travail, du bien-être au travail, etc. Ça, vous pouvez les définir avec eux. Même vous, en tant qu'agent, vous pouvez également définir vous-même ce que vous pourriez mettre en place et mettre en place un plan d'action. On verra dans le guide qu'on propose des exemples. Par exemple, on pourrait, dans l'état des lieux, vous décrivez par statut, filière, voilà, un petit peu une cartographie de vos effectifs, puis après vous identifiez quand vous pouvez certains objectifs. Alors là aussi, dans notre guide, on en met plein des objectifs. On n'a jamais demandé que tout le monde devait reprendre tous les objectifs. Si vous en prenez 1, 2, 3, c'est déjà bien. Enfin, voilà, mais on est obligé de donner pas mal d'exemples pour que vous ayez le choix. Ça peut être, je vais développer l'apprentissage. Ça peut être, je vais avoir une politique en qualité de vie au travail, je vais renforcer l'attractivité de la collectivité, j'ai du mal à recruter, j'ai des emplois qui sont vacants, peut-être que mon objectif, ça va être de travailler sur l'attractivité. Et de l'attractivité, je vais pouvoir travailler sur le régime indemnitaire, le télétravail, le bien-être, ce que vous voulez. Faire baisser l'absentéisme, si vous constatez qu'il y a un gros taux d'absentéisme, vous pouvez également travailler là-dessus, développer le télétravail, faire évoluer les agents, renforcer les compétences, améliorer la qualité du service rendu. Je n'ai pas dit du service ressenti par l'agent, mais du service rendu aux usagers. Préserver la santé et la sécurité des agents. Bien évidemment, vous ne pourrez pas tout faire en même temps. D'où ce plan d'action. Mais là, vous pouvez dire, je prends une ou deux thématiques en disant c'est mon objectif. Et vous verrez que dans le guide, en fonction des objectifs que vous choisissez, vous allez avoir des propositions d'action à mettre en place. Donc c'est pour ça que sur la première partie, c'est relativement simple sur les petites collectivités. Donc là, vous pourrez dire, voilà, en 2024, j'ai plutôt travaillé sur les usagers dans les écoles, les ADSEM, etc. Bon, en 2025, je vais plus me focaliser sur les agents techniques et leur sécurité au travail. C'est ce qu'on appelle tout simplement un plan d'action. Mais voilà, ce n'est pas nécessairement exhaustif et multithématique. Ça peut être vraiment choisi en fonction de votre collectivité. Ça, c'est sur la première partie 1, donc j'insiste, l'importance du RSU
et de la cartographie, de la photographie que vous avez à un instant T de l'état de vos effectifs. Sur la partie 2, les orientations générales et promotion et valorisation des parcours professionnels, là ça va être commun à toutes les collectivités. L'article 19 du décret 2019-1265 indique bien que les lignes directrices de gestion doivent indiquer les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d'emploi, les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures, et les mesures visant à assurer l'égalité homme-femme, femme-homme. Donc ça, c'est le texte qui me dit ça. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est opportun. Je suis juriste, je ne suis pas législateur. En tout cas, je devrais retrouver dans mes LDG ces 3 items et mettre en place des mesures. Et c'est pour ça qu'on a fait que dans le guide, il y a beaucoup de propositions à aller choisir, à aller regarder, notamment sur les choix en matière d'évolution de grade ou de cadre d'emploi. Donc, pour que chaque agent soit traité de façon équitable avec ses collègues. Donc, on l'a dit, les LDG avancement de grade, chaque collectivité doit avoir ses LDG pour permettre les avancements de grade. On a eu des avancements de grade bloqués parce que la collectivité n'avait pas pris les LDG. Lorsqu'on reçoit un dossier de promotion interne, on regarde bien si la collectivité a bien pris ses LDG. Ce serait quand même assez frustrant qu'un agent soit éligible à la promotion interne, mais en fait qu'on retoque son dossier au motif « vous n'avez pas pris vos LDG ». Donc avec le CST, on a quand même beaucoup d'informations là-dessus. Donc quand je vous disais que parfois le seul mérite des LDG c'est exister, ben voilà, si vous voulez juste vous dire à quoi ça sert, ben rien que déjà ça, le fait qu'ils existent pour pouvoir être promus, c'est important. Donc absence de LDG, ben, absence d'avancement de grade et de promotion interne dès lors que vous n'avez pas vos LDG en matière de valorisation des parcours professionnels. Et à l'intérieur, je vais avoir les critères qui vont régir ces évolutions. Ça évite également toutes les suspicions qui existeraient en matière de favoritisme, de traitement non équitable, etc. Non, les critères sont les critères. On peut les contester, mais en tout cas, ils sont connus de tous. Donc, on va avoir les critères qui vont déterminer les agents dès lors que vous aurez déterminé vos ratios. Donc, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà déterminé vos ratios d'avancement. En tout cas, il faudra le faire. Quitte à me dire c'est 100%. Bon, si c'est 100%, tant mieux. On nous conseille de retenir quand même plusieurs critères pour pouvoir avoir une possibilité de choix s'il fallait choisir entre plusieurs agents. Parce qu'attention, ça peut être source de contentieux également. Matière d'égalité des agents publics, c'est quelque chose qu'on retrouve également beaucoup en contentieux. Les critères peuvent faire l'objet d'une pondération. Donc là aussi, on fait des propositions en matière de critères et de pondération, mais vous choisissez ce que vous voulez en fonction de ce que vous voulez favoriser. Est-ce que je favorise plus l'expérience? Est-ce que je favorise plus cette technicité? Est-ce que je favorise plus les gens qui ont des suggestions particulières? Est-ce que je favorise les agents qui ont des horaires atypiques, etc. Ça, c'est votre choix. On ne peut pas le faire à votre place. Évidemment, les critères ne se substituent pas aux conditions statutaires déjà existantes. Et on le verra si vous me dites, bah oui, mais pour qu'un agent soit promu, il faut qu'il fasse les 5 jours de formation. Bah oui, c'est obligatoire. Ça s'appelle la formation d'intégration. Donc vous ne pouvez pas en faire un des critères, parce qu'on l'a déjà eu. Et puis, ça permet également d'avoir un guide de procédure interne en matière statutaire. Et à ce moment-là, d'avoir aussi un dialogue social. Alors, je ne parle pas forcément, quand je parle de dialogue social, ce n'est pas forcément un dialogue avec les organisations syndicales, vous pouvez ne pas être obligé, mais il y a un dialogue également avec les agents. Donc ça peut être l'occasion, à travers le groupe de travail, de pouvoir définir tout ça. Voilà. Non. Attends, j'ai pas fini. Bon, voilà. Quelques exemples pour les avancements de grade. La valeur professionnelle, par exemple, appuyée sur les comptes rendus d'évolution professionnelle. Ça peut être un des critères. L'efficacité dans le poste occupé, la valeur pro. Alors, à chacun de ces critères, il y a une part de subjectivité, il y a une part d'appréciation. Mais au moins, on sait sur quels critères on part. L'adéquation entre le poste occupé et le grade d'avancement envisagé.
Est-ce que votre poste, vous êtes rédacteur, est-ce que le poste que vous occupez est en adéquation avec un grade de rédacteur principal? Bon, bah, on peut le mettre aussi en critère. Les efforts de formation suivis par l'agent, parce que là on insiste souvent sur la formation, alors on dit les agents qui partent jamais en formation, ça m'interroge, les agents qui partent tout le temps en formation, ça m'interroge aussi, mais pour d'autres raisons. Mais c'est vrai qu'il faut sans cesse repartir en formation. Voilà, ici je considère que même si on n'est pas Calliope, c'est ça, que c'est pas de la formation, c'est de l'information, c'est quand même très positif que ne serait-ce que vous veniez ici pour avoir un échange avec nous. Vous pouvez, nous, sur l'ancienneté et l'expérience acquise dans le poste, mettre un critère sur ça, prendre en compte l'expérience acquise par l'agent, mais antérieurement à sa prise de poste. Donc, une fois que vous avez défini vos critères, vous pouvez, alors je mets un exemple à adapter, vous pouvez mettre des points. Vous pouvez, je n'ai pas dit vous devez, donc vous prenez quelques critères, vous n'avez pas tout repris, et puis on met, ben voilà, sur 10, si l'agent, sur son compte rendu d'évolution professionnelle, c'est marqué excellent, il a 10 points, très bon, il a 10 points. Voilà. Et après, c'est le chef de service ou l'évaluateur qui assume ses responsabilités entre les différents critères d'appréciation, et puis aussi sur les formations, sur la réussite de l'examen professionnel. Est-ce que je favorise également les agents qui ont fait l'effort de passer un concours ou un examen, même s'ils ne l'ont pas eu? Je ne vous dis pas oui, je ne vous dis pas non, je dis ça, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous mettez un bonus à quelqu'un qui fait l'effort de passer un concours? Ça, vous pouvez voir là-dessus. Donc ça, c'est des exemples qu'on retrouve sur le guide. Donc attention, il y a des critères qui sont interdits, notamment l'absentéisme. Vous ne pouvez pas dire, voilà, l'agent qui est tout le temps malade n'aura pas d'avancement de grade ou ne sera pas prioritaire, c'est discriminatoire. Vous ne pouvez pas marquer ne pas avoir eu de sanction disciplinaire dans les 3 dernières années, au principe du non bis in idem, c'est-à-dire que je ne peux pas sanctionner 2 fois un agent pour la même faute. S'il a déjà été sanctionné d'un point de vue disciplinaire, je ne peux pas le sanctionner à nouveau en matière d'avancement. Ça revient beaucoup à la mode de non bis in idem. Ne pas avoir eu d'avancement de grade ou interne dans les 5 dernières années, ça a été retoqué par la jurisprudence. Les 1 jour de formation, c'est obligatoire. Ou avoir passé l'examen professionnel, non. Par contre, dire on l'a tenté, ça peut être possible. Donc, vous ne les retrouverez pas dans nos modèles puisque ce n'est pas réglementaire. Donc là, on peut avoir aussi des critères par rapport à ce que l'agent fait. Est-ce que l'expérience est réussie? Est-ce qu'il a remplacé un supérieur? Est-ce qu'il a des capacités d'encadrement? Donc ça, évidemment, il y a une part d'évaluation, mais vous pouvez très bien dire non, il n'a pas de capacité d'encadrement, ou oui, il a une capacité d'encadrement. Capacité d'encadrement, parfois, ce n'est pas forcément des agents qu'on cadre, mais donc quand on perçoit qu'ils ont la fibre managériale pour pouvoir encadrer. Puis vous avez parfois des agents qui encadrent, mais qui ne sont pas des bons encadrants. Ça arrive aussi. Les acquis d'expérience, les capacités d'autonomie, tout ça, ce sont des critères qu'on peut faire par rapport à la carrière. Enfin, pour finir, les LDG doivent permettre de favoriser l'égalité femmes-hommes. Donc là, bon, là c'est toujours pareil, hein, ça va dépendre de la strate de votre collectivité, mais au minimum, il faut faire un état des lieux. Alors c'est obligatoire pour les plus de 20 000 habitants, mais voir un petit peu sur les dernières années quel a été le ratio d'avancement entre les hommes et les femmes. C'est quelque chose qui est une photographie, c'est objectif, mais s'il y a eu des actions qui sont déjà en place, et d'écrire les actions qui pourraient être mises en place. Vous savez que je n'ai pas le droit de demander la fiche de paye d'un agent, sauf de façon anonymisée et pour vérifier s'il y a bien il n'y a pas de trop d'inégalité entre les femmes et les hommes. C'est le seul moyen que j'ai de récupérer les fiches de paye des agents, c'est pour regarder l'égalité femmes-hommes. Donc il me faudra sur cette 3e partie LDG ces éléments-là. Donc, sur le site du gestion, vous avez une trame et un guide. Donc, le guide, pour le parcourir tout à l'heure, permet de remplir la trame. Donc là, vous avez, c'est un document Word que j'ai sur le site, donc avec à chaque fois des pointillés à remplir, mettre ce que vous voulez. Et dans le guide, il est bien indiqué des modèles de critères, des exemples de critères, des modèles de pondération. À vous de faire votre choix. Et c'est vrai, ce qui a, je pense, parfois rebuté un peu les gens, c'est quand ils ont ouvert le guide.
Ah oui, le guide, oui, le guide, et je suis obligé de prendre toutes les configurations de toutes les collectivités de l'eau. Donc, oui, le guide est important, c'est un guide qui a été fait au niveau national, mais vous retrouvez sur nous, et puis nous, on a fait ça. Et vous retrouvez également sur le site la fiche de saisie du CST. Donc voilà, les ADG, c'est pas si compliqué que ça. À la fin, vous les aurez en nous remerciant pour l'accompagnement qu'on vous offre. On se dit merci à nous-mêmes, hein, parce que nous, on aime bien faire un peu d'autocongratulation là-dessus. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là. Mais pour vous dire, voilà, les petites collectivités, soyez pas rebutés par les LDG. C'est pas si compliqué que ça. Vous prenez le modèle, c'est un document Word, vous prenez la trame, vous comparez, vous prenez ce que vous voulez, et à la fin, vous avez un document qui s'appelle ligne directrice de gestion. Et si on vous le demande, au moins vous l'aurez. Si on vous le demande pour une promotion interne, sur un avancement de grade, etc., vous aurez un document qui s'appelle LDG. Donc vous retrouvez tout normalement sur le site du cdg10.fr. Je crois que j'ai fini sur ma présentation. Et bah, vas-y, parle pendant que je finis. Vous voyez, oui, je veux continuer. Ça, c'est le guide. Donc, vous voyez, le guide, il est conséquent, hein, mais vous ne prenez pas tout à chaque fois. À chaque fois, vous avez des modèles de fiches exactement sur ce qu'il faut faire. Vous avez des exemples de critères. Vous avez un certain nombre de documents. Sur l'action femmes-hommes, vous avez des éléments. Et, après, je te laisse la parole. Et là, vous avez votre trame. Dans la trame, c'est bien marqué, se référer au guide et aux fiches, mais pas à tout le guide et pas à toutes les fiches, simplement ce qui vous intéresse. Et après, bah, vous remplissez. Vous remplissez ça. Si vous avez fait un groupe de travail, vous le remplissez. Si vous n'en avez pas fait, vous le supprimez. Vous avez l'état des lieux. Bah, dites-moi dans l'état des lieux ce que vous avez. Ce que vous avez, puisque vous n'avez pas, bah, n'oubliez pas. Par contre, on va peut-être pas. Mais cette première partie-là, si vous avez fait votre RSU, c'est automatique. Et là, sur le RSU, merci Stéphanie qui me l'a donné il y a 5 minutes, le RSU va vous générer une proposition de LDG sur la première partie.